Bonsoir tout le monde. Nous sommes de retour. Pierre-Olivier, Bastien Garon, tous deux physiothérapeutes, pour un déjà 7e épisode de notre Facebook Live là, des Oui. cliniques Vision Interactive. On en profite pour saluer là, tous nos collègues avec qui on partage là, la plus belle profession du monde, parce qu'on se rappelle que le mois de mai, c'est le mois là, de la physiothérapie. Oui. D'ailleurs, PO, quel meilleur moyen là, de terminer le mois de mai qu'en ayant la nouvelle du premier ministre Legault que nos cliniques allaient réouvrir à partir de lundi prochain, le 1er juin, que vous ayez un petit moyen, un gros problème, des questions, de la prévention. On va être là pour vous, ouvert full-time, temps plein. Fait que n'hésitez pas à venir, contactez-nous, 418-907-5858. Encore un téléphone là, d'annoncer C'est en bon, ligne. c'est bon. N'hésitez pas à nous écrire, puis on est là dès lundi là, pour tous vos problèmes. Exact. Puis, comme à l'habitude, c'est la première fois que vous vous joignez à nous, vous pouvez nous écrire des commentaires en bas. Si vous avez des questions aussi durant la capsule sur le sujet, vous nous écrivez. On va essayer de les prendre le plus rapidement possible. Contrairement à d'habitude, c'est moi qui va regarder tout ça. Fait qu'étant donné que je suis pas semi-millénial comme Bass, je suis pas toujours double tâche, là. Fait que je vais essayer de faire de mon mieux. Mais n'hésitez quand même pas, vous mettez vos commentaires et vos questions, puis on va essayer d'y répondre durant le live. Avant d'aborder le sujet qui, comme d'habitude, s'annonce extrêmement passionnant, on voulait vous révéler le gagnant du dernier live qu'on a fait avec nous, qui était sur le vélo. Donc, on a M. Jonathan Hudon, qui est notre gagnant. Bravo, qui va se mériter une rencontre avec moi-même, heureusement, pas avec Bastien, mais que voulez-vous. Je sais que M. Hudon a déjà été contacté par Marie-Ève, puis on va se reparler de façon long et large pour s'organiser dans les prochaines semaines. C'est ça, comme Bastien disait, gênez-vous pas, la clinique est de retour. Le 1er juin, fait que le numéro a déjà été dit, mais sinon vous allez voir sur notre site internet, vous allez pouvoir nous appeler. On va être là pour tout le monde. Yes. Aujourd'hui, pour reprendre un terme utilisé par mon cher Pio, on a un thème ultra caliente. C'est chaud. C'est la première capsule en direct depuis le début du confinement qui est sur la course à pied, qui est destinée au grand public. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça va du coureur qui veut débuter sa saison pour la première fois de sa vie, à la personne qui prépare son 8e marathon de Boston. Fait que pour les initiés, là, vous savez de qu'est-ce qu'il y en est. Fait que pas de termes trop techniques, puis vous quittez la capsule avec des concepts concrets, prêts à utiliser dès demain avec vos runnings. D'ailleurs, il y a même un ou une chanceuse qui vont repartir aussi avec une analyse là, gratuite de son patron de course. Cette fois-ci, c'est à mon tour là, de l'offrir, PO. Hein? Deuxième concours. Ouais, chez Fusion Interactive, là, le budget, ça fait juste ça. Fait que voilà, pas trop de courses d'offert. Super simple pour participer au concours. Hein. Vous partagez, vous pouvez même le faire tout de suite, fait que ça va être réglé. Partagez le live qu'on fait présentement avec vous sur la course à pied. Aimez la page Facebook Fusion Interactive. Surtout. Puis à partir de là, ouais, exact, surtout, parce qu'il y a plein de bonnes informations qui est aussi acheminée là, sur cette plateforme. Puis le gagnant va être annoncé là, lors de notre prochain Facebook Live, mercredi de la semaine prochaine. Exact. Puis permets-moi, Bastien, je fais une petite parenthèse que j'ai oublié de faire tantôt. Je voulais remercier spécifiquement certaines personnes aujourd'hui, dont Marie-Ève, que vous ne voyez pas, qui est la productrice, réalisatrice. Sans elle, on ne serait pas là. Elle regarde le script avec nous, elle nous corrige, elle nous donne plein de trucs. Fait qu'un gros merci à Marie-Ève. Et un autre gros merci à Simon, qu'on nomme plusieurs fois dans nos capsules, mais qui lui aussi nous regarde, nous donne ses commentaires. Fait qu'un gros merci à vous deux. C'était la fin de mon premier aparté que j'avais oublié de faire plus tôt. Je reviens à nos moutons. Là, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, OK, Bastien, expert en course. » Tout à fait, vous avez raison. Je vous décris rapidement son parcours là, pour ceux qui ne l'ont pas déjà entendu parler. Tout ça a commencé assez jeune. Bastien, pour financer ses études collégiales et universitaires, a vendu des bons vieux running dans une boutique du bas du fleuve. C'est là qu'il a appris déjà sur la physio, probablement parce qu'il s'est fait poser plein de questions. Donc, déjà une pré-expérience de physiothérapie et de course dans cette fameuse boutique-là.
En plus d'avoir vendu des running ou des godasses, comme on dit, ceux qui ne le suivent pas sur Strava, vous avez clairement vu qu'il fait quelques distances. Donc, vous pouvez le suivre aussi sur Strava à partir de ce soir. Fait que des demi-marathons, pas de problème. Des demi-Ironman, pas de problème. On y va comme ci, comme ça. Fait que si vous courez à l'ancienne Lorette, peut-être que vous avez déjà croisé la flèche. Fait que la prochaine fois, vous pourrez dire que vous l'avez écouté en live sur la course. Puis, évidemment, là, question d'être en symbiose parfaite avec la course. Bastien a plusieurs formations qu'il a suivies là, à travers son parcours de physiothérapeute sur la course à pied. Lit aussi beaucoup là-dessus. Donc, je pense qu'on a vraiment la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui connaît ça. Bien plus que moi, qui est le bon vieux coureur du dimanche classique qui pense tout connaître, mais qui finalement fait tout à moitié. Fait que n'hésitez pas aux commentaires, encore une fois, vous poser vos questions. Moi, je vais animer aujourd'hui, je vais bombarder Bastien de toutes les questions. Parce comme on disait, on est là pour vous. Fait que posez-nous vos questions de course. Bastien va y répondre en premier, puis si je vois qu'il n'a pas assez répondu, j'y vais avec un complément. J'aimerais même ajouter, si tu me permets, Pierre-Olivier, que si les gens, là, le public qui nous écoute présentement, là, si vous avez déjà des connaissances, puis que vous connaissez les réponses à mes questions, mais vous savez très bien que dans votre entourage, il y a des gens là, qui devraient écouter ce Facebook Live-là. C'est le temps en ce moment en commentaire de les taguer, de mettre leur nom et de leur faire dire « Hey, let's go, là, c'est maintenant que ça se passe ». Sachez aussi là, que tous nos lives, parce que j'ai eu beaucoup de fois la question, toutes nos capsules en direct là, sont disponibles après coup sur notre plateforme, c'est-à-dire sur la page Facebook de la Clinique Physio Interactive. Vous allez là-dessus dans la section vidéo, puis tous nos lives sont là avec les dates puis les thèmes, fait que c'est vraiment pas compliqué de s'y retrouver. Puis, deuxième petite parenthèse, on a encore une fois, malheureusement, été peut-être victime d'un scam. Donc, si vous voyez des gens avec des noms douteux qui partagent la vidéo, qui vous invitent à cliquer sur un lien, ne cliquez pas sur ce lien-là. La vidéo est sur notre page Facebook et c'est gratuit, ça le restera toujours. Fin de la deuxième parenthèse. On y va rapidement dans le contenu. Première question, la grosse question que je me dois de te poser. À qui s'adresse la course à pied, Bastien? Je pense que je vais faire plaisir à plusieurs personnes en commençant avec ça. C'est fait pour tout le monde, pour n'importe qui. En fait, là, que vous vouliez perdre du poids, que vous vouliez améliorer vos temps à la course à pied, que vous vouliez juste là, répondre aux critères minimaux demandés par Santé Canada là, en termes de minutes d'activité physique par semaine, n'importe qui peut prendre ses espades puis partir courir. Évidemment, je pense que PO ne me laisserait pas répondre simplement à ça. Il y a des bémols, des mais qu'on doit ajouter. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir se permettre autant de courses. T'sais, on dirait que c'est le saint graal là, de courir tout le temps de plus en plus loin, de plus en plus longtemps. C'est pas vrai là, que tout le monde est obligé de faire un marathon pour être accompli puis être en santé. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus honorable, c'est-à-dire de courir plus longtemps ou de courir plus vite ou juste de courir constamment, finalement. Fait que ça, c'était bien important. L'autre chose aussi, il y a des conditions de santé qui vont soit limiter la possibilité de faire la course, pas empêcher, limiter, ou encore qui vont limiter la progression. On ne pourra pas en faire là, aussi rapidement qu'on en veut. Je nomme un exemple là, rapide, là, entre autres les gens qui souffrent de diabète. Les gens, là, souvent, vont avoir des sensibilités là, à la peau, tout ce qui est friction, des fois moins de sensibilité aux pieds, moins de senti, fait que ça peut nous jouer des tours. Ça peut empêcher un gars comme Sébastien Salzville, que vous connaissez peut-être, qui a traversé là, le Canada à la course à pied, un ancien patient de chez nous d'ailleurs, oui, exact, malgré son diabète de type 1. Fait que c'est ouvert à tous, il faut juste le faire correctement, puis dans d'autres types, consulter quelqu'un, un professionnel de la santé qui peut vous guider. Oui, exactement. Puis c'est bon que tu le précises, Bastien, parce que, tu sais, comme tu disais, tout le monde veut courir des grandes distances, alors que finalement, peut-être qu'on est fait pour courir une certaine distance. Puis là, si vous vous entourez d'un bon professionnel, il va peut-être être capable de mieux vous gérer, de bien vous doser. Okay? Très bon résumé. On passe à notre deuxième question. Là, je sais que les gens, vous êtes assis chez vous, vous êtes relax comme d'habitude avec votre petite bière, votre petit gin, puis vous dites j'ai déjà entendu que si je commence la course, si j'ai pas commencé ça quand j'étais bien jeune, je suis à risque de faire de l'arthrose. Puis là, je vais courir plus, mais finalement, je vais développer encore plus d'arthrose. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On en est où? Je suis obligé de dire que j'adore ou je déteste, c'est selon ce mythe-là.
En fait, les études là, sont vraiment sans équivoque, c'est-à-dire que 2 points qu'on doit aborder absolument. Les gens qui font la course à pied de façon assidue, régulièrement, sur plusieurs années, ben en fait, qu'est-ce qui se passe avec eux? Si on prend l'exemple du genou, ils ont moins d'arthrose au genou que les gens qui sont sédentaires. Comment ça se passe? T'sais, souvent, la question, c'est comment ça se fait que si tu utilises ton corps, tu es moins usé que ceux qui ne l'utilisent pas? C'est que toutes les articulations, là, les os qui s'emboîtent l'un dans l'autre, se lubrifient, vraiment comme un moteur, par exemple, par phénomène de compression-décompression. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive à s'activer, fait qu'à bouger, puis c'est pas obligé d'être de la course. Hein. Là, on parle de course aujourd'hui, ça pourrait être de la marche. Vont permettre justement à leurs articulations de rester bien lubrifiées. C'est un peu comme si on s'auto-dose de gigolo à bouger, finalement. Puis les gens qui le feront pas, ben au contraire, ils vont ankyloser. Fait que le processus d'arthrose, de dégénération va se faire plus rapidement. Deuxième petit point que j'aimerais apporter, si tu me permets, toujours au sujet de l'arthrose, qui répond peut-être un peu au premier point aussi, qui peut courir? Si jamais vous faites déjà de l'arthrose, votre médecin vous a dit « Ah, Gaétan, tu as de l'arthrose au genou, là, je te conseille d'arrêter de courir. » Ben, sachez que peut-être qu'en 1980, c'était là, le conseil numéro 1 qu'on donnait. On n'était pas là. Okay. Exact. Sachez que les études démontrent que les gens qui ont de l'arthrose, puis qui se mettent évidemment progressivement, sous supervision d'un professionnel de la santé, à débuter la course à pied de façon saine, vont ralentir la progression de l'arthrose, puis peuvent très bien le faire sans douleur. Non, vraiment bon. Puis c'est une croyance qu'on a souvent, puis on s'en fait souvent parler en physio, peut-être même toi plus que moi, tu sais, que des gens qui consultent pour la course, puis effectivement que là, on m'a dit qu'il fallait pas que je bouge ou qu'il fallait pas que je fasse de course pour telle et telle raison. Donc finalement, tu viens un peu de déboulonner tout ça. Faut juste bien le faire. Exactement. Dernier point, là, un peu dans le même style, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se faire dire de l'arthrose dans le bas du dos, afin d'éviter d'empirer le problème, voici avec des chaussures ultra coussinées. Un petit peu plus tard, là, je garde le punch, mais un petit peu plus tard, on va revenir sur les espadrilles, puis je vous explique pourquoi c'est pas la bonne chose à faire. Exact. Puis on se fait dire sur le live, la solution pour l'arthrose, je vais le dire en français, là, le mouvement, c'est pour la vie. Je ne dirais pas qui nous a écrit ça, mais donc le mouvement, c'est bon. C'est parfait, ça. Puis là, c'est bon, parce que déjà, tu nous dis, pratiquement tout le monde peut courir. Bon, l'arthrose, bof, on oublie ça, on se fait bien conseiller. Mais s'il y a toujours deux côtés de médaille, y a-tu quelque chose qui est pas bon avec la course ou de moins bon? Oui, en effet, je m'attendais à une question de ce type-là, puis je pense qu'il y a une statistique plus qu'éloquente qui va répondre à ta question, PO. 50 à 60% des coureurs se blessent annuellement. Fait que prenez un groupe là, d'amis qui courent, là, 10 coureurs, mais il y en a 5 à 6 là-dessus qui, cette année, malheureusement, vont être obligés d'arrêter quelques semaines leur pratique de course à pied parce qu'ils sont blessés. C'est une statistique, là, je le répète, éloquente. Ça fait peur d'entendre ça. Hein? Puis pour mes amis triathlètes qui écoutent aussi, là, parce que la course fait partie évidemment du triathlon, on n'oublie pas en course vélo-nage. Pour les gens qui pratiquent le triathlon, ça va jusqu'à 70% annuellement qui se blessent. Pourquoi? La plupart du temps, on ne peut pas répondre là, à tout le monde, généraliser, mais on peut quand même dire là, qu'il y a à peu près 90% des gens qui se blessent par année, c'est parce qu'ils font trop souvent leur sport, trop intensément leur sport, puis trop fréquemment leur sport. C'est-à-dire que quelqu'un qui débute, qui ne se laisse pas le temps au corps de s'adapter, de se préparer à ce qu'il va lui demander, à la charge d'entraînement, qu'il le fait trop souvent, trop longtemps, puis à une vitesse trop rapide, par rapport à ce qui est habitué, c'est sûr qu'il va se blesser. Fait qu'on revient là, à notre quête du Saint Graal qu'on disait tout à l'heure. Clairement, je vous invite là, à faire la plupart de votre volume d'entraînement. Quand je dis volume d'entraînement, là, c'est si, par exemple, vous sortir 5 fois semaine, là, vous devriez avoir au moins 4 sorties là-dessus que vous considérez faciles. Sinon, rapidement, on va tomber dans les 50 à 60% qui malheureusement se blessent annuellement. Exact. Puis j'imagine que c'est un peu le même concept. On en a parlé avec le golf il y a quelques semaines, on a parlé avec le vélo la semaine passée. J'imagine que c'est un peu le même concept avec la course. Théoriquement, c'est des sports qui ne devraient pas vous donner de douleurs significatives, autres que peut-être des raideurs quelques temps après l'activité. Donc, il faut que les coureurs soient alertes. Peut-être que les coureurs sont des gens, encore une fois, pas alertes ou pas à l'écoute des douleurs, là, à moins qu'ils prouvent le contraire.
Exactement, un peu comme tu viens de dire, là, n'importe quelle activité, pratique d'activité physique, on parle de course à pied aujourd'hui, mais n'importe quelle pratique d'activité physique doit se faire sans douleur. C'est super important. Puis à partir du moment que vous voyez qu'il y a de quoi d'anormal, vous discutez là, avec votre conjointe avec qui vous courez, puis vous sentez des choses que l'autre n'a jamais senties dans ses 10 ans de course à pied, ben, ça vaut peut-être la peine, là, ça sonne une cloche, puis de dire, ben, OK, je vais aller m'asseoir avec un physiothérapeute, expert en course à pied, puis un peu voir qu'est-ce qui est à faire. Puis la limite, là, en guillemets, pire qui peut vous arriver, c'est que vous sortiez de là avec une tonne de conseils puis bien outillé pour votre saison à venir. Exact. Je t'arrête tout de suite, Bas, parce que là, je vois qu'il y a quelques questions qui défilent. Super. La première question, je pense qu'on pourrait y répondre plus tard, mais je vais tout de suite la poser. Question de Mireille, fait qu'on te salue, Mireille, qui dit qu'elle aimerait des conseils sur les bas anti-ampoule, comment choisir un bon bas. Je sais que plus tard, on devrait parler de l'équipement. Ouais. Peut-être qu'on pourrait en glisser un mot à ce moment-là. Fait que, on ne t'oublie pas. On ne t'oublie pas, exactement. Je sais que tantôt, il y a quelqu'un qui nous a, je vais avoir l'air vraiment idiot en sortant mon téléphone, mais on s'est fait poser une question plutôt en messagerie privée qui était la suivante là, de la part de Julie. Si on a une douleur à l'aine occasionnelle, est-ce que ça veut dire qu'on a une mauvaise technique de course? Je suis content de l'entendre, celle-là. J'ai pas vraiment, là, comment je pourrais dire ça? J'ai pas préparé là, de questions, de thèmes sur le patron de course puis tout ça. On va y répondre un peu au travers des questions des gens. Merci, Julie, là, d'apporter le point. On te salue, c'est sûr. Ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est qu'il n'y a pas de bon patron de course. C'est ça aussi un mythe que je suis content de déboulonner avec vous à soir. Si vous regardez là, les meilleurs, soit les meilleurs coureurs, fait que, les top 100 gens qui finissent les grands marathons, les Olympiens, pour dire quelque chose, ou encore les gens qui sans faire des hautes performances, ne se blessent jamais, mais vous allez remarquer qu'il y a une tonne de patrons de course, toutes sortes d'attaques de pied. Il n'y a pas vraiment de façon de courir. Fait que d'emblée, ce que je suis en mesure de répondre à Julie, c'est que le patron de course n'est pas lié directement avec la blessure, c'est-à-dire qu'on ne va pas intellectualiser la façon de courir. Il y a des gens qui disent « Ah, mais il faut courir pointe de pied, il faut atterrir le talon, il faut dérouler le pied. » On met ça de côté. Ce que la science a permis de nous dire jusqu'à présent, c'est que ce qui est vraiment, je vais dire, dangereux, je le mets en parenthèse, c'est le trauma vertical, le loading vertical, c'est-à-dire l'impact qu'on demande dans cette direction-là par rapport au sol à notre corps. Il y a des moyens de le quantifier, ça se fait très facilement en clinique aussi. Fait que je dis pas que ton patron de course ne sera pas à modifier, mais on n'a pas besoin de l'intellectualiser. L'autre chose aussi qu'on a déjà parlé, PO, dans une autre capsule, je crois que c'était celle sur le vélo avec toi et Guillaume, c'est que si la douleur à l'aine est unilatérale, c'est-à-dire juste d'un côté, ben, comme le sport de la course à pied est plutôt symétrique, on enchaîne les pas évidemment de droite à gauche, si la douleur est d'un seul côté, il faut voir qu'est-ce qui se passe d'un point de vue mécanique de ce côté-là, qui se passe pas bien, mais qui n'est pas problématique de l'autre côté. Il y a certainement là, un débalancement quelconque, puis c'est ça qu'on va venir adresser en physiothérapie. Fait que pour répondre à la question de Julie, à défaut de, je ne sais pas si c'est une femme de Québec, je vais vous dire, Julie, là, que d'emblée de consulter un professionnel pour évaluer, y a-t-il une blessure à l'aine qui ressort finalement à la course à pied, ou c'est la course à pied qui nous mène à avoir une surcharge au niveau de l'aine, puis après ça, ben, quoi faire avec ça? C'est vraiment une question de patron de course ou d'entraînement qui doit être fait parallèlement à la course. Fait que bref, Julie, certainement que c'est une douleur à ne pas tolérer, à consulter pour, puis il n'y a pas une meilleure technique pour déposer le pied pour corriger ça. Excellent, ça. J'y vais rapidement avec une autre question là, de Manon Roy. Peut-être que je vais pouvoir y glisser un mot rapidement, qui nous dit si on a toujours une douleur au niveau cervical quand on court, que je cours rapidement, que je cours courte distance, puis qui se transforme en mal de tête, est-ce que je dois quand même persévérer dans ma course? Ben moi, je dirais, tu sais, il y a peut-être un positionnement tout simplement qui serait à vérifier. Parce qu'en fait, au niveau cervical, je pense pas que l'impact, comme Bastien disait, va être grandement influencé dans la course, à moins de courir en protraction comme ça. Et peut-être qu'on aurait besoin juste de consulter le physio pour voir est-ce qu'il y a des problématiques cervicales tout autres ou toutes différentes par rapport à la course. Puis à ce moment-là, ben, si tout est beau, ben, peut-être que de faire regarder la façon dont on court pourrait être intéressant.
Un petit point super bien répondu, PO, si je peux me permettre un ajout. Oui. Dans le fond, ce qui arrive Évidemment. aussi avec la course à pied, là, si le facteur n'est pas changé par la vitesse que Manon fait, ce qu'il faut vérifier, c'est quand même quelque chose qu'on va pratiquer pendant une certaine période de temps, c'est-à-dire plusieurs minutes, habituellement, quand on faire une sortie de course à pied. Mais ce qui est important de voir, c'est est-ce que Manon a l'endurance des muscles au niveau du cou pour permettre de faire cette pratique d'activité-là? Puis est-ce qu'elle a l'endurance? Puis est-ce qu'elle a la bonne stratégie? Trop de gens, comme tu dis, PO, là, on les croise dans la rue, puis ils courent. Puis je ne sais pas si c'est pour mieux respirer ou quoi que ce soit, ou via toute la journée passée au travail là, avec la tête projetée vers l'avant. Mais on dirait qu'ils cherchent l'horaire, ils courent beaucoup comme ça. Puis d'emblée, si on me demande de faire ça une quinzaine de minutes, c'est sûr que je vais me ramasser là, avec des maux de tête, là, des tensions qui montent à la tête. Fait que, sachez, Manon, là, que ça se corrige en clinique, ça se traite, thérapie manuelle, aiguille sèche, éducation, renforcement, exercice, dosage. Puis ce qui va être important, c'est de, parallèlement à l'entraînement qui est donné par le physiothérapeute, de progresser la course, mais asymptomatique, ça veut dire sans symptômes. Fait, parce qu'encore une fois, là, Manon a probablement posé la question avant, mais on doit courir sans symptômes. Good, excellent. Je revois une autre question, on va y revenir plus tard, mais qui nous parle de cadence, savoir si c'est important pour nous. Je sais que on ne volera pas tous les punchs, je sais qu'on en parle. Fait que Chantal, on a vu la question, je pense qu'on va en parler. Hors de tout doute. Excellent. Good. Fait que pour ceux qui ont vu aussi nos publications là, de l'événement, là, vous avez vu qu'on parlait un peu de souliers aussi. Peut-être que moi-même, je serais dû pour une nouvelle paire de souliers. On dit ça comme ça. Peut-être que même il serait dû pour une nouvelle paire de souliers. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ces souliers de course. Fait que si je suis rendu à changer d'espadrille, qu'est-ce que tu me conseilles? Puis qu'est-ce qu'il faut savoir concernant l'achat comme tel de la chaussure? Parce que souvent, on va au magasin, on n'a pas vraiment d'idée. Puis le vendeur est là pour nous vendre, quoique souvent, c'est des très bons conseillers, mais sont quand même là pour nous vendre. Qu'est-ce qu'on devrait savoir comme physio? Je pense qu'on n'a pas le choix de scinder la réponse. PO, on va jouer au jeu des profils. Fait qu'encore une fois, là, si jamais vous dites que vous êtes il y a 3 profils qui vont être à vérifier. Profil A, profil B, profil C. Fait que si jamais là, vous connaissez du monde qui sont ouais. Si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est d'un profil en particulier, n'hésitez pas à le taguer. Si vous voyez qu'il y a des gens qui sont dus pour des chaussures de course à pied, je suis sûr là, qu'il y en a des membres de votre famille qui vous dites « Hé, tabarouette, si Mylène pouvait voir ça, ben allez-y, taguez Mylène en bas ici. » Puis les conseils vont y être acheminés. Bon, suivez-vous. Profil numéro 1 ou profil A, c'est les gens qui s'entraînent pour le plaisir, qui ne cherchent pas à améliorer ses performances, puis qui ne sont pas blessés présentement, puis qui sont très confortables dans leur paire de chaussures. Ben, si tel est votre cas, là, le seul et unique conseil que je vous donne, là, c'est de prendre votre paire de chaussures, la vieille paire, l'amener au magasin de chaussures, puis dire au conseiller, je veux la même affaire. Si jamais c'est plus possible parce que le modèle est discontinué, d'y aller avec le modèle le plus ressemblant. Quand un modèle est discontinué, est arrêté par la compagnie, ben, ils vont toujours produire un équivalent parce qu'ils vont offrir toute la gamme pour éviter que les gens aient choisir dans une autre compagnie. Fait que c'est sûr qu'il y a un équivalent. Fait que demandez cet équivalent-là, puis si le conseiller est moindrement là, habitué en course à pied, il va être capable de bien vous guider là-dedans. Fait que ça, c'est le profil A. Vous êtes bien, vous ne cherchez pas à améliorer vos performances, vous n'êtes pas blessé, puis vous aimez ça rester actif, conservez ce que vous avez dans les pieds. Ça, c'est clair, net et précis. Pour le profil B, le profil numéro 2, le 2, B. Je m'entraîne, mais je le fais pour améliorer mes performances, puis je ne suis pas blessé présentement. Donc, on a quelqu'un qui a un certain type de chaussures, peu importe lequel, on va y revenir tantôt, peu importe quel type de grosseur de chaussures, de type de chaussures, mais il veut améliorer ses performances. Ce qu'on sait, là, c'est que ce qui nous aide le plus à améliorer nos performances, c'est si on a plus d'oxygène de disponible, si on en consomme moins. Puis la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir une chaussure qui est moins lourde au bout de nos jambes. Fait que le conseil que je vais donner à ces gens-là, c'est certainement, puis je vais vous montrer un exemple. Est-ce que je commence mon sac à surprise? Si on a du monde qui court avec une chaussure qui est plus épaisse, comme celle que j'ai ici, fait qu'une chaussure là, qui est somme toute assez haute en avant, puis encore plus haute en arrière, si la personne est très bien dans cette chaussure-là, elle n'est pas blessée, mais elle veut s'améliorer, bien, ce que je vais lui conseiller, une chaussure qui est plus basse, plus légère de poids, c'est surtout ça qui est important, plus flexible, puis
qui va permettre finalement de réduire sa consommation d'oxygène puis ainsi améliorer ses performances. Fait que oui, PO, ça se fait de s'améliorer ses performances simplement en changeant de chaussures. Quand même incroyable. J'ai gagné plusieurs gageures là, juste en ayant quelques paires de chaussures dans mon garde-robe. Merci à mon expérience de conseiller qui a pu m'en permettre quelques-unes. Puis, le seul bémol, parce que tu auras compris qu'il y a un mais, ça ne peut pas être que du bon, ça prend du temps s'adapter à une chaussure plus légère qui est plus près du sol. Fait qu'on doit le faire de façon structurée. Dans le doute, je reviens encore au professionnel de la santé, là, au physiothérapeute expert en course à pied. Il suffit d'y demander, puis il va vous dire là, comment on passe de ça à ça de façon sécuritaire. Le profil C, si tu me permets, c'est les gens qui... j'ai la misère avec ma caméra. 3. C'est les gens qui, malheureusement, ne s'entraînent pas présentement parce qu'ils sont déjà blessés. À vous, mes amis, j'aime mieux vous dire que c'est plate en pas pour rire parce qu'il fait super beau ce temps-ci. Le mois de mai, le mois de juin, c'est des mois qu'on aime évidemment bouger. Ce qui va être important de voir, là, c'est plutôt que de dire « je suis blessé, c'est ma chaussure le problème », bien, prenez donc ce 100 $-là puis mettez-les dans un physio qui va vous dire pourquoi vous êtes blessé, quoi faire pour réparer votre blessure, comment progresser votre course à pied, puis surtout vers quelle paire d'espadrilles vous dirigez. Il y a trop de gens qui viennent me voir en entre guillemets, désespoir de cause, puis qui ont déjà 500 $ de mis dans plusieurs paires d'espadrilles, de semelles, de choses comme ça, pour finalement se rendre compte que c'était une blessure qui n'était pas nécessairement reliée à la chaussure. Fait que commencez par consulter un professionnel, puis lui va vous diriger. C'est encore dommage là, de voir des gens qui sont blessés, qui rachètent une paire de chaussures, viennent consulter, puis finalement, on est obligé de leur dire comme professionnel, ben, c'est peut-être pas la bonne chose que tu as dans les pieds, va t'en acheter une autre paire. Fait que physio avant achat de chaussures. Puis, je rajoute une petite question de mon propre chef. Qu'est-ce qu'on pense des gens qui vont nous arriver en disant, ben, je commence avec la course, je ne suis pas blessé, j'ai un soulier multisport bien normal. Est-ce que ça peut être correct pour commencer ou il faut vraiment aller dans une boutique puis avoir une chaussure de course? C'est sûr et certain qu'on va avoir une réponse qui est théorique puis une réponse qui est pratico-pratique. La réponse théorique, c'est que si jamais on veut courir, se mettre à la course à pied, ça va être important de le faire plusieurs fois par semaine, mais à petite dose pour permettre au corps de s'adapter. Tu sais, entre courir 5 fois 2 km puis courir 10 km dans la semaine, bien, il y en a un qui choque le corps, puis l'autre, au contraire, va plutôt passer dans le beurre, si vous me permettez l'expression. Fait que ce qui va être important pour quelqu'un qui court aussi souvent que ça, bien, c'est tant qu'à y être, d'y aller avec une chaussure de course à pied. Puis même, j'ajouterais une chaussure qui est déjà près du sol. Alors, regardons voir si j'ai pas quelque chose là dans mon sac à surprise. Fait qu'une chaussure qui est déjà très près du sol. Pourquoi? Parce que c'est ce type de chaussure-là qui a le meilleur comportement de modération d'impact. C'est la chaussure qui va le plus nous dire qu'est-ce qui se passe réellement sous notre pied, puis donc nous faire agir en conséquence. C'est-à-dire que il n'y a personne qui va pouvoir faire du bruit puis bang, atterrir lourdement. Exactement. Ça va lui faire ben trop mal. Fait qu'il va réaliser que c'est pas la bonne façon. Puis sans qu'il ait besoin de penser à des trucs, il va modifier sa façon de courir. Puis je le répète, sans intellectualiser. C'est ça qui est important. On doit sortir courir puis un peu réfléchir à rien. Une chaussure plus près du sol va nous le permettre. Si on reste dans le pratico-pratique, on est du monde qui aime ça faire des sports ludiques, basketball, soccer, on se promène. On a une chaussure qui fait un peu tout ça parce qu'on reste dans l'amateur, puis on aime ça, mais bon, ou encore on a un budget plus serré, ça peut arriver ça aussi, surtout dans ce temps-ci. Bien, ce que je suggère à ces gens-là, c'est certainement de débuter avec la chaussure qu'ils ont. Puis si, à la moindre mesure, il y a un problème qui ressort, une douleur, un inconfort, une gêne, une rougeur au pied, bien là, c'est de consulter, encore une fois, avant de faire un mauvais achat, puis que ça nous coûte d'autant plus cher. Good. C'est bonne réponse. On se ferait dire que c'est la réponse à la Horacio Arruda, mais c'est excellent. Puis là, c'est parfait. Je prends encore une fois de notre célèbre expression, la balle au bon. Parce que là, tu nous as montré des chaussures épaisses, des chaussures minces. Fait que j'imagine que ça nous amène vers une durée de temps d'utilisation de la chaussure. Qu'est-ce qu'on dit avec ça? J'aimerais ça, Pierre-Olivier, que tu regardes en bas à gauche, puis tu devrais dire crime, mes chaussures jaunes et noires ne sont pas là. Non, j'ai pas de souliers avec moi. Boum! C'est toi qui es parti avec. Je t'ai volé tes chaussures, PO. On a respecté tous les concepts de distanciation sociale. Tu n'as dû jamais remarquer que j'étais là.
Chaussures de course à pied, quand est-ce qu'on les change? La bonne nouvelle, là, c'est que vous n'avez pas besoin de tenir de journal de kilométrage. Tu sais, là, les gens vont vous dire, hey, je prends ma voix de Gaétan, là. Hey, celle-là, c'est 500 km, celle-là, c'est 800 km, celle-là, 1200 km, mais elle coûte 250 $. Tu sais? Ça, là, c'est le temps en ce moment de dire le mot menterie, tromperie, c'est pas une vérité. Fait qu'on coupe ça tout de suite, on ôte ce mythe-là, on le déboulonne, encore une fois. Ce qui est important, en fait, là, c'est de vérifier deux choses. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle des vis biomécaniques? J'y reviens tout de suite. Puis, est-ce que vous êtes encore confortable dedans? À la base, là, si vous n'êtes plus confortable dans votre chaussure, ben, c'est sûr et certain qu'ils sont dus. Après ça, ben, qu'est-ce qui nous dicte sinon, là, si on est toujours confortable, quand est-ce que ça serait le temps de changer? C'est les vis biomécaniques. Quels sont-ils? On va prendre l'exemple de PO. Le meilleur. Regardez les deux talons ici. Vous devriez voir là où mon index à droite, qu'il y a une zone jaune de chaussure qui a été plus usée que de l'autre côté qui est encore tout noir. Mais ce qu'on voit, c'est que PO, d'un côté, son talon il est clairement plus usé que l'autre côté. Ce qui arrive, c'est que ça veut dire que PO, d'un côté, atterrit un peu plus sur le talon que de l'autre côté. D'atterrir sur le talon, je l'ai dit tout à l'heure, puis je ne change pas mon speech, mon discours, on s'en fout. Par contre, plus il va courir du talon, plus sa chaussure va utiliser du talon, puis plus ça va augmenter ce vice biomécanique-là. Puis il vient un certain moment où est-ce que là, ça peut causer préjudice. Ce qui fait qu'à partir du moment là, que vous voyez que vous avez une usure exagérée d'une portion de votre semelle, bien, c'est le temps de changer votre chaussure. Si, au contraire, vous avez une chaussure qui est usée de façon uniforme, bien, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui va être le plus important, c'est la notion de confort. Là, les gens disent, ouais, mais Bastien, confort, on décrit ça comment? Comment on l'objective? Apportez encore une fois votre vieille. Ça, là, les gens ne le font pas assez. Apportez votre vieille chaussure au magasin spécialisé dans lequel vous allez magasiner d'habitude, puis demandez-leur d'essayer le même modèle neuf. Fait que ce qui va arriver, vous allez pouvoir chausser la nouvelle paire et dire oh, OK, je suis genre 100 fois mieux dans ma paire. Mais comme vous étiez habitué à l'ancienne paire, vous aviez un peu oublié c'était quoi le feeling initial. Mais si vous dites OK, c'est vraiment un gros un game changer, un gros changement, bien, clairement, vous êtes dû pour une paire. Si vous dites, ben, que ce soit la nouvelle ou l'ancienne paire, je ne vois pas de différence, félicitations, vous venez de sauver une centaine de dollars puis vous repartez avec vos chouclaques jusqu'à votre prochain doute. C'est des bonnes façons de penser. Pour me justifier, je ferai une petite blague de physiothérapeute. Là. Je pense que c'est ma problématique sacro-iliaque là, quand je faisais mes examens avancés puis on se faisait brasser pas mal. J'y vais. Écoute, Bas, pour vrai, les questions fusent, là, on va avoir du travail à répondre individuellement à toutes ces questions-là plus tard et dans les prochains jours. Une question super intéressante d'Antoine qui nous a été posée tantôt. Oui. Il dit bonjour à vous deux, premièrement. Fait que, rebonjour. Salut Antoine. Je recommence, donc courir des longues distances, des 10 km et plus avec une veste de poids entre 20 et 25 livres, est-ce que c'est une bonne idée pour augmenter sa capacité cardiovasculaire ou est-ce que ça devrait être réservé à des courtes distances? Ou, je rajoute un petit point, est-ce qu'il y aurait une autre façon d'améliorer notre capacité cardiovasculaire? Je suis content d'avoir la question. Je salue Antoine qui doit être un adepte peut-être du CrossFit. C'est là qu'on voit beaucoup les vestes de poids, les vestes lestées qu'on appelle. Ce qui est important de comprendre, puis je le précise, là, si je pouvais avoir une petite barre en bas ici, je le ferais dans un warning qui dit « Je ne suis pas un physiologiste de l'exercice ». Ce que je veux dire par là, c'est que mes études n'ont pas été menées sur savoir comment on dépense le mieux notre oxygène, comment on peut optimiser une performance. Moi, je vous amène plus du côté blessé à être non blessé, puis de non blessé, à performance. Il y a quelqu'un d'autre qui est formé pour le faire. Fait que je vais quand même vous donner ma réponse, mais j'aimerais qu'on la prenne avec un grain de sel. Dans le fond, pour répondre à la question d'Antoine, ce qui est important de savoir, c'est pourquoi il veut augmenter ses compétences cardiovasculaires. À partir du moment que c'est parce qu'il y a une épreuve qui l'attend avec une veste lestée, bien, je vais certainement y proposer de s'entraîner avec. Trop souvent, là, on a vu des gens nager en piscine. Je fais un exemple, là, un parallèle boiteux de triathlon, oui. Exact. Trop de gens, j'ai vu des gens s'entraîner en piscine, puis le jour de la compétition, qui se passe en eau vive, en lac, arrivent avec leur wetsuit, ne savent pas comment le mettre, sont pas confortables, respirent mal, sont désorientés dans l'eau, puis ben, finalement, c'est la pire journée de leur vie. Fait que c'est sûr que si tu as une compétition qui t'attend, qui nécessite une veste lestée, ben, je t'encourage fortement à te préparer avant, puis de faire spécifiquement ce qui t'attend. C'est-à-dire,
Si c'est des courtes distances, de faire des courtes distances. Si c'est une plus longue distance, de te préparer pour une plus longue distance. À partir du moment que tu me dis, ben, Bastien, non, moi, je suis un coureur puis je veux juste m'améliorer, ben, hey, tu viens de sauver encore une fois quelques dollars, pas besoin de vest-lister. Ce qu'on va t'inviter à faire, c'est encore une fois de consulter un professionnel. Cette fois-ci, je dirais un kinésiologue. On en a plusieurs là, qui nous entourent. On en a même là, évidemment chez Physio Interactive, afin d'encadrer ta pratique, parce qu'il existe là, des entraînements, entre autres, par intervalle, où est-ce qu'on va courir plus vite, moins vite, qui va permettre ça d'améliorer ses performances. On sait tous, puis c'est dorénavant là, clair, qu'on va améliorer plus nos performances à varier l'intensité d'entraînement qu'à courir toujours à une vitesse constante, même si cette vitesse-là est rapide, proche de maximale. Je rajouterai, dernier petit point par rapport à ça, que cette pratique d'intervalle-là n'est pas faite pour tous. Il faut avoir quand même un certain background de course à pied. Donc, je vous invite là, à vous renseigner, pas chercher sur Google, avec un professionnel de la santé. Prenez pas un plan déjà fait parce qu'il n'est peut-être pas bon pour vous afin d'améliorer vos compétences cardiovasculaires. Non, puis je suis content que tu amènes ça, Bas, puis j'aurais rajouté un petit aparté, mais tu le fais déjà très bien, c'est qu'effectivement, on voit déjà souvent des plans qui sont préfaits, mais en même temps, si vous voulez vous investir dans une compétition plus sérieuse, ben investissez aussi dans un kinésiologue qui connaît la course à pied, qui va pouvoir vous monter un plan sur, évidemment, plusieurs semaines, puis des plans variés, c'est vraiment la bonne chose à faire. Puis on salue tous nos amis kinésiologues. Souvent, on n'en parle pas assez. Je pense qu'ici, on le fait assez bien. On les a au moins nommés à chaque fois, je pense, en nos lives. Fait que, encouragez nos amis kinésiologues. J'avais une autre question du public que je trouvais intéressante, là, de L majuscule Rance, fait que j'imagine que c'est Laurence, là, acronyme Facebook, qui dit: est-ce que c'est vrai que pour éviter les débalancements et les blessures, il faudrait éviter de courir sur les trottoirs en raison des dénivelés, pas avant-arrière, mais un peu de côté, ou de faire le chemin inverse? Donc, si je descends en plus, ben, de revenir par exactement le même chemin pour avoir j'imagine, le dénivelé inverse. C'est une super bonne question. Je suis content qu'on me la pose aussi parce que on se la fait poser en clinique. Puis, je le répète, j'ai déjà vendu des chaussures. Puis, comme conseiller aussi, c'était une question qui revenait sans cesse. Je suis obligé de dire que d'un point de vue théorique, scientifique, il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites spécifiquement ces côtés de route. Ce qu'on sait par contre, c'est que si vous courez toujours sur ce type de surface-là, puis que vous vous habituez à ça, ben, il n'y a pas de risque de blessure plus notable. Si, exemple, on vous met ça, là, on extrémise l'exemple là, de Laurence, ben, si vous êtes dans une position où vous courez toujours comme ça, ben, c'est sûr que si du jour au lendemain, vous faites 5 km dans cette position-là, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais il y a sûrement quelque chose de pas bon qui va vous arriver. Si par contre, à coup là, de 100, 200, 300 mètres, 1 km, 2 km, 3 km, sur plusieurs semaines, vous vous habituez, ben, d'un point de vue théorique, je ne vois pas pourquoi quelqu'un ne pourrait pas toujours courir comme ça, puis il n'y aura pas de problème. Si on reste dans le pratico-pratique parce qu'on est là pour vous puis pour ça, à partir du moment là, que vous faites une boucle, un aller-retour, vous changez l'orientation de la bourse, vous faites un aller-retour, donc vous allez des deux côtés de la rue, vous ne devriez pas vraiment noter là, de problématiques associées à ça. Ce qui est important aussi, là, je vais me permettre, PO, je déborde probablement la question de Laurence, mais je vais aussi parler de surface. Ça te va? Ça me convient complètement. All right, peut-être que la question est même passée là, au travers des gens. Dans le fond, il y a une différence aussi notable entre courir sur tapis roulant, sur route, puis en sentier. Puis ça, les gens ne font pas assez la discrimination entre les trois surfaces. Le tapis roulant, il faut comprendre qu'il y a moins de résistance à faire. On n'a pas le vent, on n'a pas là, le fait de venir à côté sur le bitume, avoir une phase de freinage, puis repartir. Ce qui fait que si quelqu'un fait toujours son entraînement sur tapis roulant, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon. Vous pouvez continuer de faire ce que vous faites actuellement, puis votre risque de blessure n'est pas plus élevé que chez quelqu'un qui le fait sur bitume. L'erreur est où? Chez les gens qui passent 6 mois par année à l'intérieur, au gym, quoi qu'en ce moment, ce n'est pas très possible, puis qui, du jour au lendemain, se mettent à faire exactement le même volume, la même quantité de course à pied à la même fréquence, mais sur du bitume. Le corps n'est pas prêt. C'est vraiment pas la même impact au sol, la même résistance, la même demande énergétique, ce qui fait que le risque de blessure là, va juste exploser. L'autre élément que je dois dire, on compare tapis roulant puis bitume, asphalte, mais on pourrait comparer aussi asphalte et sentier. Et très loin.
je pense que les 2 points là, les plus notables, là, puis ça va de soi, c'est le dénivelé, c'est-à-dire là, l'altitude qu'on va pouvoir, les côtes qu'on va pouvoir là, naviguer dedans. Puis évidemment, le type de surface qui est beaucoup plus mou en général, là, que ce soit de la poussière de pierre, un petit peu de roche, de la terre, de la bouette pour les plus extrêmes. Euh, fait que les deux grosses différences, il y a l'aspect de stabilité, une surface qui est plane, ferme pour l'asphalte, puis beaucoup moins pratique là, au niveau du sentier. Puis le dénivelé. Pour ce qui est du dénivelé, ce qui va arriver, c'est que vous aurez compris que l'exigence sur certains groupes musculaires est plus importante. Loin de moi l'idée de vouloir, là, encore une fois, jouer au physiologiste de l'exercice. Fait que tout ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes habitué de courir sur route, puis qu'une passion on est, puis vous voulez reconnecter avec la forêt, ben faites-le pas du jour au lendemain en transférant tout ce que vous faites en route, puis en le mettant en sentier. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, pensez pas que parce que vous êtes en sentier, vous êtes habitué de changer de surface, de varier d'intensité puis de dénivelé, que d'arriver sur bitume, ça va être facile parce qu'il n'y a plus de côte ou moins de côte. Le geste répété implique une autre exigence physique. Puis il faut ça aussi se préparer, progresser, doser cet effort-là. Oui, puis non, c'est bon que tu amènes ça parce que souvent, les gens vont passer d'un à l'autre assez rapidement en disant je faisais des 10 km trail, je vais faire un 10 km dans une course. Pas la même chose. Super bon. Mais c'est bon, tu nous amènes un peu vers notre prochaine question qui était si tu avais 3 trucs vitaux pour les coureurs, là, c'est quoi les 3 choses les plus importantes là, aux gens pour retenir ce soir? J'aimerais en profiter pour saluer Félix Bernier, qui est malheureusement un fidèle patient chez nous. Les coureurs? Oui, de nouveau. Oh. Oui, cycliste, coureur. Il me reste à l'initier à la piscine dès que ça réouvre. En fait, ce qui se passe avec les gens qu'on va initier à la course à pied, je trouve que c'est le meilleur moment des habitués à ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Quand j'ai les bonnes pratiques, c'est ce qui a été démontré par la littérature scientifique, puis ce qu'on sait qui est bon pour nous, finalement, peu importe le type de coureur qu'on est. Fait que j'y vais sans plus tarder avec mon top 3 de choses que vous devriez savoir chez le coureur. Numéro 1, ce qu'on devrait savoir pour éviter de se blesser puis pour ne pas trop intellectualiser la course, c'est que les coureurs, pour éviter de se blesser, en plus, ça améliore les performances, mais si on reste juste d'un point de vue là, prévention de blessure, on devrait faire plus de 170 pas par minute. 170 pas par minute, là, c'est assez énorme. C'est rapide. C'est rapide, c'est une grosse cadence. Puis trop de gens associent la cadence, donc le nombre de pas par minute, à une vitesse. Mais quelqu'un pour courir à un rythme lent, qui respire bien, qui peut parler à son ami, qui est à 2 mètres de distance, puis quand même faire des petits pas, puis 170 pas par minute. 2 choses par rapport à ça. Le coureur amateur moyen est autour de 150. Sachez que déjà d'améliorer de 10%, donc 165, on va avoir un effet direct sur votre risque de blessure. C'est juste que plus de 170, on est vraiment dans une zone, là, je n'ai pas le droit de dire anti-blessure, mais où est-ce que vous optimisez votre cadence. Pour les gens à qui ça ne parle pas trop, 170 pas, pour ceux qui sont plus gadgets, si je peux me permettre l'expression, il existe une application musicale qui s'appelle Spotify, qui est des listes là, de musique. Je vais devoir me s'en va avec ça. Puis, il y a des listes de musique qui sont déjà faites pour des gens à 170, à 180, à 190 pas par minute. Donc, le rythme de la musique vous incite à aller à cette cadence-là. Fait que pour les gens qui aiment courir avec la musique ou juste qui veulent s'habituer là, à augmenter leur cadence, encore une fois, c'est à faire de façon progressive. Fait qu'on ne passe pas de 140 à 180. Hein. On va y aller de 140 à 145 à 150. Mais sachez que Spotify, la musique, là, peut vous accompagner pour le faire. Fait que truc numéro 1, cadence, plus de 170. Je pense qu'en plus, ça répond en partie à la question qu'on avait tantôt. Fait. Oui, s'il y avait une question sur la cadence, là, 170 pas et plus, on est dans une zone confortable. Je fais un parallèle, là, je reviens sur la chronique vélo qu'on a eue la semaine passée. On parlait de 90 RPM. Exact, révolution minute. Fait que si on veut un équivalent du 90 RPM à vélo, on pourrait dire plus de 170 à la course à pied. Deuxième truc, courir léger. Pour tous ceux qui m'entourent, avec qui je cours, à qui je concède plus de 50 livres, si jamais je vous entends cogner sur le bitume plus fort que moi, il y a certainement quelque chose qui cloche avec ce que vous faites.
Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement, l'impact que vous donnez au sol va se transférer en ce que j'appelais tantôt le loading vertical, en le trauma vertical. Puis c'est ce qui met le plus à risque. C'est ce qui est le facteur de risque numéro 1 d'amener une blessure. Fait que quand je dis courir léger, là, ça ne veut pas dire qu'on doit être léger. Hein? Tantôt, on a parlé là, à qui s'adresse la course. Là. Quelqu'un peut peser 300 livres, puis ne pas faire de bruit pour son 300 livres et ne pas se blesser, même avec des petites chaussures minces comme ça, s'il le fait de façon progressive, fréquente, puis qu'il va doucement. L'erreur des gens, je le répète, c'est de vouloir faire les grosses enjambées, cogner fort, puis juste à les entendre courir, ben on se doute qu'ils vont faire partie du 50% de coureurs qui se blessent annuellement. Dernier truc, c'est courir souvent. Il y a beaucoup de gens, je le répète, là, qui vont faire une ou deux activités plus ludiques par semaine. Là, une game de deck hockey, une game de tennis avec la blonde, puis qui vont finir finalement, là, courir devient leur troisième activité hebdomadaire. Le risque avec ça, c'est que nos structures, quand je dis structure, ligaments, articulations, muscles, tendons, j'inclus tout ça là-dedans, ne pourra pas s'adapter de façon optimale comme quelqu'un qui va y aller de façon plus fréquente. Fait que c'est sûr là, que je vous invite à courir souvent, puis souvent, comme je disais tout à l'heure, à une intensité qui vous permet de parler. Si là, à chaque fois que vous sortez dehors, là, vous vous époumonez, là, puis que vous revenez, puis c'est comme si on venait de cracher un poumon. Exact, c'est ça, de sauver un animal, ben, c'est pas normal, puis c'est sûr qu'à toujours pousser notre limite au maximum, ben, à un moment donné, il y a une structure, comme je disais tantôt, un tissu qui va avoir été trop sollicité, puis qui va dire, moi, j'arrête ça là, puis qui va soit enfler, vous aurez des signaux de douleur, puis vous dire d'arrêter, puis là, ben, ça va vous éloigner là, de votre intérêt qui est la course à pied. Non, super bon ça. Puis je pense que c'est trois bons trucs, trois bons cues qu'on n'intègre pas assez souvent dans notre parcours puis dans notre entraînement. Super intéressant. Je voyais, j'ai une petite question là, de Zoé qui parlait de douleur au genou, parce que probablement dû à un syndrome fémoro-rotulien. Qu'est-ce qu'on pensait du kinésiotape? Puis ça m'amène tout de suite à notre prochaine question. Fait que je pense qu'on va réussir encore une fois à faire une pierre deux coups. Qui était, qu'est-ce qu'on pense? Ben, en fait, qu'est-ce que toi, tu penses des orthèses, des orthésistes, des orthèses préfabriquées, des semelles qu'on a vendues en boutique, des bas de compression qu'on parlait tantôt, des bas anti-ampoule. Quand est-ce qu'on met ça? Là, il faut qu'on remette un peu d'ordre dans tout ça. Là. Ben, je suis content qu'on me pose la question. J'aimerais ça aussi spécifier qu'on me demande mon avis, mais je vais vous donner ce que la science dit sur le sujet, parce que mon avis, on s'en fout. On est là pour t'écouter, on veut s'abreuver de ce que tu nous dis. Là. Mais je fais juste dire, là, je le répète, que je suis tout simplement un porteur de bonnes nouvelles qui vient finalement de la science, de gens qui se sont arrêtés puis posé la question avant moi. Puis évidemment, vous aurez compris que c'est une science qui bouge, fait que ce qui est important, c'est de rester à l'affût de ce qui sort. Puis je tiens à remercier d'ailleurs, là, je fais un petit props à notre ami Marc-Olivier Dubé, qui salut Marco, qui nous tient à jour là, avec toujours des nouveaux articles scientifiques, puis des plus grandes sommités dans le monde. Exactement. Fait que merci Marco. Pour répondre aux questions et différents trucs là, qu'on a besoin de décortiquer, kinésiotape, on va commencer par ça parce que c'est la question de Zoé. D'emblée, je vais vous dire, là, il existe là, toutes sortes de formations à ce sujet-là. On va vous dire là, 25% de tension, 75% de tension. On part vers là, on s'en va vers là. Les seules études qui démontrent quelque chose à ce sujet-là, là, la façon d'appliquer le tape changeait strictement rien. Fait que sachez que si vous ne suivez pas la recette de votre physiothérapeute par cœur, ça devrait fonctionner pareil. Et que pour qu'on ait un changement significatif, il faut qu'on ait au moins, sur une échelle de 0 à 10, là, au moins une cote, on descend notre cote d'au moins 2 de douleur quand on fait un test qui reproduit notre douleur. Par exemple, si j'ai une douleur au tendon d'Achille là, qui est à la base du mollet, au talon finalement du pied, si j'ai une douleur dans cette région-là, je regarde sur YouTube, ce qui n'est pas tout à fait ce que je recommande, vous faites un taping, puis à lever le pied, au lieu d'avoir mal à 5 sur 10, vous avez mal à 1 sur 10. Bien, certainement que je vous encourage de faire ce taping-là. Là, les gens à la maison vont me dire « Ah, mais Bastien, moi, je fais des tapings tout le temps, puis ça ne m'améliore pas la douleur, là, mais on me dit de le faire. » Bien, si ça n'améliore pas la douleur, là, on ôte ça de là, puis on ne le refait pas, puis vous venez de sauver encore une fois plusieurs dollars.
Fait que premier truc, kinésiotape, ça diminue pas vos douleurs, peu importe comment vous l'appliquez, cessez de le mettre, puis peut-être consulter quelqu'un d'autre. Oui, puis je pense qu'aussi, il faut faire attention aussi comme physiothérapeute. Tu sais, le kinésiotape, hein, c'est un outil aussi, mais est-ce que c'est toujours l'outil numéro un? Je pense des fois, on a peut-être été biaisé. Vous écoutez le tennis, vous écoutez des kinésiotapes, il y en a partout. Fait que je pense que oui, comme disait Bas, c'est intéressant, mais il peut y avoir aussi d'autres outils qui peuvent peut-être plus vous aider. Ça peut demander un effort supplémentaire parce qu'il peut y avoir des exercices à faire, mais il faut quand même faire attention puis bien écouter. Est-ce qu'il y a un bon effet? S'il n'y a pas d'effet, ben, posons-nous des bonnes questions. Exact. Ça, c'est le numéro un. Puis encore une fois, là, si vous avez besoin de taping sur une longue période de temps pour courir, là, c'est peut-être parce qu'on n'a pas trouvé la cause de votre problème. Ouais. Hein? On voit trop souvent des gens, là, que ce soit là, le bon vieux bracelet de tennis elbow, que ce soit la bonne vieille genouillère là, qu'on met, là, la petite sleeve, la petite manchon de néoprène qu'on met autour de notre genou. Il faut se demander pourquoi on met ça. Puis si jamais vous avez besoin de ça pour pratiquer votre activité physique, ben d'après moi, c'est que la personne, si vous avez consulté, a juste voulu, je m'excuse, le terme est patché, puis pas vraiment trouver la cause du problème, mais juste finalement là, soulager un peu la victime. Fait qu'il faut vraiment aller là, à la recherche du coupable. Si on revient au mouton, deuxième thème, là, en dehors des tapes, des kinésio-tapes, je m'en voudrais de ne pas parler de bas de compression. Ouais. On a eu, au cours de notre cursus là, bac maîtrise, il y a un cours de thérapie du sport qui est donné, puis on avait un travail là, de session, puis on avait besoin évidemment de se baser sur la science pour le faire, puis dans notre cas, ce qu'on s'est intéressé, c'est une des équipes qui s'est intéressée, c'est le bas de compression. Puis ce qu'on s'est rendu compte finalement, c'est que si vous avez 2 efforts importants, 2 journées consécutives, ben, le port du bas de compression donc pas durant l'effort, entre ces 2 journées-là, va permettre une récupération, une meilleure récupération, puis ainsi vous permettre de faire un meilleur effort lors de la 2e journée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration de performance directe avec ça. Puis si jamais vos entraînements structurés plus difficiles sont espacés, ça ne viendra pas vous aider ça non plus. Donc, je résume, vous avez 7 jours d'entraînement. Le mardi, vendredi, vous avez des intervalles. Ben, le bas de compression entre les deux ne change rien. Mais si vous avez samedi, dimanche, là, 2 grosses sorties, ce qu'on appelle un week-end choc dans le jargon, ben, encore une fois, si vous ne savez pas c'est quoi, ben, c'est pas le temps d'en faire un. Si vous savez c'est quoi, ben, mettez des bas de compression entre les deux. C'est vraiment ça qui est important. C'est un bon résumé des bas de compression. Oui, puis ce qui est important de noter aussi à ce sujet-là, le dernier petit aparté, c'est que pour les gens qui ont des conditions vasculaires particulières, bien évidemment, les conseils généraux que je donne présentement ne s'appliquent pas à vous. Puis si votre médecin vous conseille d'en porter lors de l'activité physique, bien, écoutez ce que votre médecin a dit bien avant ce que le gars à votre écran présentement est en train de vous dire. Non, puis excellent. Puis effectivement, des fois, il peut y avoir des gens qui ont des conditions associées. Puis si c'est le cas, ben, parlez-en avec votre physio parce qu'il y a peut-être des choses qu'on dirait à quelqu'un de faire de telle façon, mais que finalement, on va dire on accepte de tricher pour vous pour telle raison. Bonne intervention. Finalement, je pense qu'on voudrait encore une fois là, de ne pas parler d'orthèse. Ouais. Ça, c'est, je pense, là, un sujet à débat là, intemporel, sans fin. Je vais rester simple. Là, le but, c'est pas de perdre le monde rendu là. Ce que je veux tout simplement vous dire, là, c'est que si jamais vous n'avez jamais eu besoin d'orthèse, vous n'avez jamais été blessé avant 40 ans, puis finalement, vous commencez à pratiquer la course à pied à 42 ans, puis vous avez une douleur au genou, ben, je serais douteux de dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre pied qui vous demande un port d'orthèse régulier quand les 40 premières années de votre vie à être actif de différentes manières, vous n'avez pas eu besoin. Ça, c'est la première prémisse un peu sur laquelle il faut se baser. Ceci étant dit, l'orthèse préfabriquée, fait que celle là, qu'on peut acheter déjà en magasin là, avec différents types d'arches, plus molles, plus fermes, ce qui a été démontré par la science, c'est qu'on peut l'utiliser à court terme pour décharger un muscle qui est en surcharge, pour permettre de rétablir une blessure, puis après ça, se remettre à courir sans, peut-être au début avec cette orthèse-là, mais finalement sans orthèse. Donc, afin d'utiliser une orthèse de façon temporaire, guidée par un professionnel de la santé,
bien, certainement que l'orthèse peut être un outil, encore une fois, comme disait Pierre-Olivier tantôt, dans un coffre d'outils. Ce qui est important aussi de savoir sur ces orthèses-là, c'est que, encore une fois, mes conseils généraux ne s'appliquent pas aux gens qui ont des orthèses via une malformation du pied qui dure depuis un moment. Exact. Ou quelqu'un qui en porterait déjà tous les jours, qui a déjà été prescrit, ben là, il faut peut-être avoir la bonne chaussure, par contre, qui fit avec l'orthèse. Exactement. Encore une fois, là, si vous êtes obligé de porter une orthèse, puis les cas sont rares, hein, je tiens à le dire, là, de gens qui sont obligés de porter une orthèse, mais si jamais vous êtes obligé, ben une chaussure là, qui est mince, que la semelle qui est à l'intérieur ne saute pas de la chaussure, c'est un petit peu plus difficile. Si je reviens avec un modèle québécois, on se rappelle d'encourager le Québec, les chaussures Mat Sport. Mat Sport? Oui, Mathieu Raymond, tu me dois une nouvelle paire de chaussures. Oh boy, c'est bon, c'est parfait. Ben, la fausse semelle, la semelle intérieure saute, c'est assez profonde, fait qu'on peut y insérer là, notre orthèse à l'intérieur. Ce qui est vraiment cool là, avec les chaussures Mat Sport, c'est qu'elles sont faites à notre pied, si je peux dire ça comme ça, sont uniques pour chaque personne qui se les fait parce qu'il y a un modèle 3D de notre pied qui est fait. Puis encore là, ces chaussures-là se font dans des modèles plus épaisses, moins épaisses, puis permettent finalement d'avoir là, ce qu'on recherche, qu'on soit le profil A, B ou C qu'on décrivait tout à l'heure. Fait que, une belle petite plug dans un super Facebook Live qui est écouté par des millions de gens. Là. Excellent. J'ai une question de la Rive-Sud. Comme on sait, les questions de la Rive-Sud sont toujours excellentes, donc j'y vais sans tarder. Quelqu'un nous dit, j'ai commencé à courir avec une poussette de course. Ouais. Trajet sur bitume spécifié. Je pense que c'est le nouveau mot le plus dit dans toute la soirée et pour les prochains jours. Est-ce qu'on aurait des recommandations par rapport au positionnement des bras, façon de tenir la poussette? Puis je rajouterais même, là, c'est différent courir avec une poussette versus courir nous-mêmes avec mes bras qui bougent. Là. Exactement. Ben, première des choses qui est à savoir, c'est qu'il existe beaucoup de modèles sur le marché, puis il y en a des plus adaptés et des moins adaptés. Fait que ce qui est important de base, c'est que si vous savez là, que vous allez l'utiliser beaucoup, mais il y a des modèles de poussettes qui offrent moins de résistance et qui permettent là, un confort amélioré pendant l'effort là, de course à pied. Fait que j'encourage là, tous les gens qui pratiquent de façon assidue la course à pied, qui veulent se mettre à utiliser la poussette parce qu'il y a heureusement un nouveau-né là, dans la famille, ben, je vous encourage certainement de la magasiner, de prendre le temps de magasiner ça. Puis oui, c'est assez dispendieux, mais ça vaut la peine de bien s'équiper. Ça, c'est le point numéro 1. Fait être conseillé, bien s'équiper. Ceci étant dit, à partir du moment qu'on a une paire, pas une paire, je m'excuse, je suis encore dans les espadrilles, qu'on a un chariot. Merci. Ben, ce qu'il faut faire, c'est exactement comme si on change de surface, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Je prends l'exemple typique là, de la personne qui court 4 fois semaine, 5 km à chaque sortie pour rester en forme. Ben, ces gens-là, là, si du jour au lendemain, vous ajoutez une poussette devant vous, l'exigence, la résistance, la position des bras n'est pas la même. Puis il y a toutes sortes de blessures qui peuvent sortir. Le bas du dos, le haut du dos, le biceps, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, l'épaule. Fait que c'est sûr que je vous encourage à introduire de façon progressive la poussette. Si pour vous, le mot progressif ne veut pas dire grand-chose, ben encore une fois, un appel, un physiothérapeute expert en course à pied, un plan d'entraînement qui est progressif. Côté technique, j'ai fait une présentation, un genre de mise à niveau sur la course à pied là, à mes collègues, pas plus tard que la semaine dernière. Hein, c'est la thématique ce temps-ci. Un bon addon. Oui, exact, on peut dire ça comme ça. Puis, malgré là, beaucoup de recherches à ce sujet-là, là, côté technique, il n'y a pas une tonne de choses là, qui ressort, ou du moins qui est prouvé par la science. Ce qu'on sait, c'est qu'alterner le bras, c'est quelque chose qui va vous donner un coup de pouce. C'est pas de garder les deux bras, mais d'alterner pour permettre un certain balancier, encore une fois, du bras qui reste actif. D'introduire de façon progressive la poussette, comme je disais là, précédemment. Puis certainement de consulter s'il y a une douleur qui apparaît à partir du moment qu'on utilise la poussette. L'autre chose qui est mentionnée, c'est que vous aurez compris que la technique va changer dépendamment du dénivelé. Je pense que ça vaut la peine que j'en parle, que ça soit avec ou sans poussette. PO, est-ce qu'on a encore... On y va? Ben oui. On y va? On a un peu de temps, c'est bon. On se fait dire c'est bon. À l'oreille, on a une oreille qui est notre public, puis une oreille qui est notre productrice Marie-Ève, qu'on salue et remercie une fois de plus. Dans le fond, ben, c'est ça. Si on a un léger plan incliné, c'est-à-dire là, je suis en train de monter de ce côté-là,
Mais ce qu'on va demander au corps, c'est d'aller légèrement vers l'avant pour rester de façon perpendiculaire avec notre surface. Ce que ça va faire de cette façon-là, ça va être plus facile là, de garder une petite foulée, des petits pas, puis permettre à notre corps de rester, de sauver de l'énergie, si je peux dire ça comme ça. À partir du moment qu'on va descendre une côte, fait qu'on est légèrement incliné vers le bas, ben, ce qu'on va vouloir, c'est légèrement s'incliner vers l'avant pour rester encore une fois parallèle au sol, puis avancer, encore une fois de façon consommer un petit peu moins d'énergie. Par contre, là où il y a beaucoup de gens qui se blessent, je reviens à nos gens de sentier, puis peut-être aussi à nos gens de poussette, lorsqu'on a une très grande côte à descendre, ben, l'erreur des gens, là, c'est de dévaler la pente. Puis c'est là qu'on entend les bang, 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 puis que les gens se laissent aller, puis font des très grands pas, puis s'éloignent de tous les conseils que j'ai donnés antérieurement dans la capsule. Fait que ce que j'encourage les gens à faire à ce moment-là, même si c'est un peu contre-intuitif, on est beaucoup en pente, on va reculer un peu, on va s'arquer un peu vers l'arrière pour freiner un peu cet élan-là. Ça va nous permettre de faire des plus petits pas, une plus petite foulée, donc d'augmenter notre cadence, faire plus de pas, puis ainsi réduire là, chaque impact au sol qui demande à nos muscles des grosses contractions qui sont beaucoup plus exigeantes, puis qui amènent plus là, de préjudice finalement. Dernier aparté sur les grosses côtes, je tiens à dire qu'il existe des chaussures pour le sentier. C'est des chaussures justement qui vont être un peu plus rigides, parce que si on revient là, à nos chaussures plus minces, ben, c'est sûr que ça brasse un peu plus, puis si nos terrains sont moindrement accidentés, ben, une chaussure qui est un peu plus, là, je dis rigide, là, mais je ne parle pas de la structure au complet, là, juste le tissu est fait plus tough, plus résistant, puis évidemment qu'il va y avoir des crampons. Ce qu'on ne veut certainement pas là, de notre public, c'est qu'ils viennent à manquer de crampons puis qu'ils glissent dans leur descente. Ça, peu importe la technique de course, vous êtes fichu si vous glissez en sol. Mais là, vous avez le numéro d'un bon physiothérapeute, par exemple. Je le souhaite. Autre chose aussi, hein, dernière erreur commune là, reliée aux chaussures. Trop de gens là, ont une chaussure, puis je vous en montre deux différentes là, en sentier. Que ce soit en sentier ou sur route, là, il existe des grosses chaussures, quelque chose comme ça, puis des chaussures plus minces, une chaussure comme celle-là, fait qu'il est plus près du sol. L'erreur que beaucoup de patients qu'on voit qu'ils font, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une chaussure qui est très structurée, très grosse l'hiver, parce qu'elle est imperméable, parce qu'il y a des crampons. Puis après ça, ils arrivent l'été, puis boum, ils reviennent avec une très petite chaussure souple près du sol. Ben là, le corps, là, lui, il est choqué de ces 6 mois de changement-là. Fait que c'est sûr qu'il va vous envoyer des signaux de il y a quelque chose qui est croche qu'on est en train de faire, probablement de la douleur. Puis votre physiothérapeute, lui, ben, il est formé pour vous dire ouais, y a-t-il un changement qui a été fait, que ce soit de surface, mais aussi de chaussure. Fait que je vous encourage, là, que ce soit, peu importe la saison, peu importe le type de dénivelé ou de surface, ben, faire affaire avec des bons conseillers. Puis la même chose s'applique pour la poussette. Exact. Non, finalement, bonne question de poussette. Peut-être qu'on pourra en rediscuter aussi dans les prochaines semaines. Fait que j'espère qu'il y a beaucoup de gens à poussette qui nous écouteront aussi dans les prochaines semaines. Je vais avec une autre question qui est fort intéressante de Charlotte Michel. Oh yeah! Donc, question rapide et réponse rapide, j'imagine, pour toi, Bastien. Est-ce qu'on devrait prioriser un entraînement en intervalle ou un entraînement en continu d'intensité plus faible? Super bon. Dans le fond, les gens, encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là plus tôt, je ne suis pas un physiologiste de l'exercice, je tiens à le souligner, ce qui fait que je vais donner des conseils généraux basés sur la science, mais qui ne s'appliquent pas à tous. Sachez, là, pour quelqu'un qui s'initie à la course à pied, ce qu'on va vouloir, c'est que vous emmagasinez un certain volume d'entraînement, une certaine quantité de course à pied courue au cours de la semaine, avant de se mettre à faire quelque chose qui a des plus grandes exigences, que ce soit des côtes, que ce soit de gagner en vitesse, faire des intervalles. Ce qui fait que pour le coureur débutant, on va peut-être parler d'intervalles, mais de parler de marche-course pour s'habituer au stress de la course à pied. Puis, pour ceux qui sont capables de courir de façon continue, on va demander, là, en général, d'être capable de courir 1 heure consécutive, peu importe la vitesse à laquelle vous courez cette heure-là, avant de dire qu'on va introduire des pointes de vitesse dans la course. Pour les habitués qui nous écoutent présentement, si vous n'êtes pas déjà au courant, arrêtez de courir toujours à la même vitesse. Les entraînements par intervalle, ça fait déjà, je vais dire 10, si ce n'est pas 20 ans que c'est connu, là, que de courir à intervalles différents,
qui va pousser plus loin dans notre capacité cardio-pulmonaire, va nous amener des changements qui sont plus favorables à la performance. Fait que pour répondre à Charlotte, si tu es une habituée de course à pied, yes, les intervalles. Si tu commences la course, yes, les intervalles, course-marche. Puis si tu es entre les deux, ben continue de courir en magazine ton volume. Puis pour les 3 catégories, si vous êtes dans le doute, ben consultez un professionnel, que ce soit un kinésiologue ou un physiothérapeute là, chez Physio Interactive pour répondre à vos questions. Ça va pouvoir vous aider. Ben, c'est un excellent résumé, Bass. Je pense que ça a été vraiment intéressant. Puis je sais qu'on avait peut-être bien d'autres sujets à aborder, mais je pense que tu as déjà bien initié la démystification. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, on a bien démystifié la course à pied, je pense, pour les gens. Ça nous amènera peut-être à un prochain épisode, l'épisode 2 de la course. Puis j'espère que les gens vous avez apprécié. Évidemment, vous pouvez aller liker notre page Facebook, Physio Interactive et la page Cortex. Si vous avez apprécié ou si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours les écrire sous la vidéo. Ou si vous avez des questions, même chose, allez-y. On va reprendre le temps de repasser tantôt, de répondre à vos questions. Et comme on disait, ben, vous l'avez entendu plein de fois, on a aussi une nouvelle page qui date de quelques semaines, Instagram, qui est Physio Interactive _ petite barre en dessous, Cortex. Donc, si vous êtes sur Instagram, allez-y, il y a des belles choses qui s'en viennent. Évidemment, je vous rappelle là, le concours que j'ai lancé en début de chronique, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, peu importe là, d'où vous venez, qui va être l'heureux gagnant d'une analyse de son patron de course. Si jamais, malheureusement, cette personne-là est blessée, ben, elle va pouvoir profiter là, de notre expertise chez Physio Interactive pour évaluer cette blessure-là puis faire quand même tous les conseils associés à la course à pied. Fait qu'on vous demande là, de partager la vidéo puis de liker la page Facebook de Physio Interactive pour être admissible au concours. On tire ça juste avant le prochain live de mercredi 19h prochain, puis on va énoncer le gagnant à ce moment-là. Le thème, vous l'avez tous demandé, on est à l'écoute de notre public. À la demande générale, c'est le retour sur les mythes et réalités sur la commotion cérébrale. On réinvite notre éminence québécoise, ami et collègue Philippe Fay. Oui. Je sens qu'on va faire exploser les réseaux sociaux. Fait que soyez des nôtres, mercredi 19h, on reparle de commotion avec vous dès la semaine prochaine. Yes. Bonne soirée, ciao!